Merci beaucoup de cette présentation. Merci de votre présence. C'est la 4e ou 5e fois que je donne une conférence à Blois. C'est formidable. Revenant de Chambord, j'étais ce matin écouter le brame dans la forêt de Chambord. La vie est faite. Comme disait Apollinaire, la vie est variable aussi bien que le Rip. Le Rip, c'était un fleuve d'Asie mineure qui faisait comme ça toutes sortes de méandres. Et donc, nous sommes dans ces méandres-là. Je n'ai aucune légitimité à vous donner une conférence sur Louis XVIII. Donc, je vous rassure tout de suite. Je ne suis pas le biographe de Louis XVIII. Je n'ai pas entrepris, comme je l'ai fait ou tenté de le faire avec Talleyrand, Richelieu, Félicite Fauveau, Fouché, quelques autres, une biographie complète de Louis XVIII. Mais il est vrai que mes travaux sur la Révolution, l'Empire, la Restauration m'ont conduit depuis maintenant 25 ans, presque 30 ans, à le croiser à de nombreuses reprises. Et le dernier livre sur lequel j'ai travaillé, qui porte un titre paradoxal, qui s'appelle C'est la Révolution qui continue, et qui est une espèce au fond, de bilan intellectuel d'une trentaine d'années de recherche et de travaux sur la Restauration, autour de cette idée de la continuité des idées et des principes révolutionnaires au XIXe siècle, porte en partie sur la personne, la psychologie, le parcours, la particularité individuelle de Louis XVIII. Donc, ceci m'a conduit à donner mon accord sur cette proposition qu'on m'a faite de parler de ce roi. Ce roi est un peu non, c'est un roi nu, comme dirait Giono à propos de la tête de Langlois, mais c'est aussi un roi oublié. C'est peut-être avec son frère cadet, Charles X, le roi oublié de l'histoire de la famille des Bourbons, pour toutes sortes de raisons. D'abord parce qu'il est évidemment sous l'ombre portée de l'histoire tragique de son frère Louis XVI, qui est son frère aîné, et c'est d'abord et avant tout un cadet, et je tâcherai de vous expliquer à quel point cette position de cadet, de deuxième de la famille, a contribué à la particularité de sa psychologie et l'a façonné psychologiquement à la fois avant la Révolution, pendant la Révolution et à partir de 1814 lorsqu'il va prendre le pouvoir. Donc c'est un roi oublié, et c'est alors même qu'il est oublié, paradoxalement, probablement le plus intelligent de la famille, en tout cas de sa génération. Si on prend la succession des souverains qui ont régné en France à partir de Louis XVI jusqu'à Napoléon III, on s'aperçoit qu'au fond, Louis XVIII est le seul roi qui va mourir sur son trône en 1824. Louis XVI meurt sur la guillotine, comme vous le savez tous, le 21 janvier 1793. Charles X va mourir en exil à Prague après avoir été démis du pouvoir et du trône par la Révolution de 1830, les fameuses Trois Glorieuses. Et comme dit méchamment Charles de Rémusat, il est tombé du côté où il penchait, c'est-à-dire du côté de l'absolutisme royal. Louis-Philippe va mourir en Angleterre en exil après avoir été lui-même également démis du pouvoir par la Révolution de février 1848. Quant à Napoléon III, vous connaissez son destin. Il meurt également en exil en Angleterre après avoir été démis du pouvoir pour avoir été battu à Sedan et par la proclamation de la République en septembre 1870. Donc le simple fait que cet homme est, après un exil de près d'un quart de siècle, après 23 années d'exil, entre l'année 1791 où il quitte le royaume et l'année 1814 où il va trouver finalement le pouvoir, après ce passage extrêmement compliqué, difficile de l'exil, voilà un homme qui prend le pouvoir et qui le tient jusqu'à sa mort en septembre 1824. Et donc, troisième élément d'introduction à ce personnage, l'homme est oublié, l'homme est intelligent, et cette intelligence se manifeste particulièrement par un extraordinaire pragmatisme, une capacité d'adaptation, et c'est en cela que peut-être ce roi est plus que tout autre
un roi de la transition entre ce qu'on appelait l'ancienne France et la nouvelle France, entre l'ancien régime et la France d'après la Révolution française. Un roi qui a été capable à la fois de ne pas oublier les traditions monarchiques d'ancien régime dont il s'est servi, je vous l'expliquerai particulièrement lorsqu'il revient en France en 1814, et qui en même temps a été capable de prendre en compte les principes, les intérêts et les acquis de la Révolution française, particulièrement dans cette charte constitutionnelle dont il est le père, qu'il va octroyer, qu'il va donner aux Français en juin 1814. Donc pour toutes ces raisons, voilà un personnage qui est intéressant et qui, au fond, est une sorte d'introduction à notre modernité. Ce roi est, à la différence de Napoléon, qui a été un empereur de la guerre, ce roi est un roi de la paix, ce roi est un roi du retour des libertés aux libertés françaises, et c'est un roi qui, par l'exemple anglais qu'il a pu voir de près en exil à partir de 1807, a été assez intelligent pour accepter le principe de ce qu'on pourrait appeler une monarchie constitutionnelle, au fond un principe extrêmement moderne, et qui a permis aux élites françaises et à la France d'une façon générale d'expérimenter un régime tout à fait nouveau, tout à fait neuf par rapport à ce que la France avait connu depuis la Révolution, qui est ce régime parlementaire où, comme le disait Guizot, alors qu'on se battait sous la Révolution, alors que l'on se taisait sous l'Empire, comme le dit Guizot, la France de la Restauration avait ramené la liberté au sein de la paix. Et cette liberté retrouvée au sein de la paix, une paix qui durera jusqu'en 1870, est un peu, en grande partie, l'œuvre de ce Louis XVIII, Louis Stanislas Xavier de Bourbon, plus connu sous le nom de Louis XVIII à partir de 1814. C'est de ce personnage dont je voudrais vous parler. Ce personnage, cet homme, connaît au fond une vie qui d'emblée, dès le moment de sa naissance en 1755, est une vie tragique. Il est l'un des 5 enfants, 3 garçons et 2 filles, du dauphin, qui est lui-même le fils de Louis XV, donc c'est un des 3 petits-fils de Louis XV, avec son frère aîné Louis XVI et son frère cadet, le futur Charles X. Il naît en 1755 et très rapidement, dès les années 1770-1780, il va se retrouver en conflit par rapport à son frère aîné. Voilà un homme que l'on marie à Marie-Joseph de Savoie, une princesse de Savoie-Carignan, qui n'aura pas d'enfant de son mariage, et qui, dès la naissance du premier enfant de Louis XVI, c'est une fille en 1777, et a fortiori la seconde naissance d'un garçon, le premier dauphin de France, qui va mourir juste avant l'avènement de la Révolution française en 1789, va se plaindre de ce qu'il appelle son inutilité et va considérer que au fond il va être obligé, il se pense obligé de mettre ses pieds dans les traces de son frère aîné Louis XVI, avec probablement très rapidement une ambition politique qui est le sien, un orgueil et un amour-propre dont il parle à plusieurs reprises à son premier favori qui est le duc de Lévis, avec lequel il entretient une correspondance qui a été publiée par le Mercure de France il y a quelques 20 ans et qui est extrêmement intéressant si l'on veut comprendre la psychologie de ce futur roi de France. Voilà un homme qui est donc tenu en lisière par rapport à son frère aîné, avec une véritable ambition politique, une intelligence politique qui va le conduire dès les années 1770-1780 à manœuvrer par rapport à son frère aîné, ce qui va alimenter en partie
ce qu'on pourrait appeler une certaine légende noire qui va recouvrir le personnage, légende noire alimentée elle-même par de très grands biographes et romanciers comme Stefan Zweig, qui ne l'épargne pas dans la biographie qu'il consacre à Marie-Antoinette. Les rapports que le comte de Provence, car c'est le titre qu'il porte jusqu'en 1791, les rapports que le comte de Provence entretient avec son frère aîné Louis XVI, qui accède au pouvoir en 1774 à la mort de leur grand-père commun Louis XV, sont des rapports compliqués, des rapports de duplicité, des rapports feutrés. Quand on lit la correspondance de Mercy-Argenteau à Marie-Thérèse d'Autriche, qui rapporte les évolutions de Marie-Antoinette, reine de France, entre 1774 et 1789, on s'aperçoit que le personnage est tenu comme un personnage assez inquiétant, assez dangereux, capable par ses manœuvres de gêner le pouvoir monarchique incarné par Louis XVI. Il y a donc dès le départ un conflit de pouvoir qui existe entre les deux frères, entre le frère aîné Louis XVI et le frère cadet, comte de Provence, futur Louis XVIII. Et ce conflit de pouvoir ne va faire que s'accentuer à l'occasion de l'avènement de la Révolution française à partir de 1789. La légende noire de Louis XVIII, du futur Louis XVIII, est particulièrement alimentée par une affaire que l'on a appelée l'affaire Favras. Favras était un des favoris, un des personnages qui évoluait dans les, je dirais, dans la proximité du comte de Provence, qui a été probablement, même si cet homme qui finira par mourir sur la guillotine en février 1791 sans avoir parlé, a probablement été un intermédiaire entre le comte de Provence et Mirabeau, qui commence à se rapprocher de la cour dès la fin de l'année 1789 et particulièrement en 1790, et il est probable, voire certain, que le comte de Provence, par l'intermédiaire de Mirabeau, a tenté de se ressaisir d'une partie du pouvoir monarchique en train d'être perdu par son frère aîné Louis XVI, contré par l'Assemblée nationale, particulièrement à partir du mois d'octobre 1789, lorsque Louis XVI est contraint de quitter Versailles pour le palais des Tuileries à Paris. Et donc ces manœuvres en disent déjà assez long sur cette extraordinaire ambition politique de cet homme, qui est dans un certain sens un fils des Lumières, un enfant des Lumières, qui est nourri de littérature latine et de littérature contemporaine, à commencer par l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, qui connaît son Horace par cœur, qui le cite d'ailleurs très souvent, qui a ce goût de la mise en scène du pouvoir, qui a ce goût de l'étiquette et du protocole, qu'il considérera toujours comme absolument utile à ce qu'il appelle la dignité du pouvoir royal. Et on retrouvera ça à partir de 1814 dans la reformation ou dans la réinvention de la cour de France lorsqu'il régnera au début de cette période dite de la Restauration. Et voilà un homme qui, en 1791, va profiter du départ de son frère, qu'on appellera la fuite à Varennes, pour lui-même quitter le royaume, après avoir promis qu'il y resterait envers et contre tous aux côtés de son frère. Et la différence qui peut exister entre les deux fuites des deux frères, celle de Louis XVI en direction de Metz, où en juin 1791, il décide de rejoindre l'armée de Bouillé et se fait malencontreusement arrêter, comme vous le savez, à Varennes, à quelques kilomètres du but. L'échec de ce départ de Louis XVI en comparaison de la réussite du départ de Louis XVIII, qui lui, accompagné de son favori de l'époque, qui était le futur duc d'Avaray, va gagner sans encombre Bruxelles, de l'autre côté donc des frontières du royaume, et va commencer, à partir de juin 1791, un exil qui va le conduire à travers l'Europe entière. Et il est intéressant d'observer et de regarder cet homme à la lumière de cet exil. Les 23 années qui vont conduire Louis XVIII de Bruxelles à Paris, entre 1791 et 1814, où il se déplacera successivement
à Mons, puis à Turin chez son beau-père, le roi de Sardaigne, puis à Vérone au sein des États de Venise, puis ensuite en Rhénanie, puis à côté de Varsovie, où il va se retrouver entre 1801 et 1803, puis à Blankenfeld, en Courlande, puis enfin en Angleterre à partir de 1807, où il réside successivement à Gosfield House au sud de Londres, puis à Hartwell House à partir de 1809 jusqu'en 1814. Ces 23 années d'exil sont probablement les années les plus importantes dans la formation psychologique de ce que sera cet homme. Il y a dans les contrariétés, la défaite de cet exil, une extraordinaire pugnacité de cet homme qui devient une sorte de roi nu, qui va se proclamer régent du royaume à la mort de son frère en janvier 1793, puis qui va se proclamer roi de France en juin 1795 à Vérone dans une proclamation spectaculaire après la mort officielle du dauphin, le petit Louis XVII, au Temple, et qui sera obligé, étant donné la situation qui est la sienne, de porter un titre de complaisance ou de courtoisie qui est celui de comte de Lille, du nom du duché de l'Isle-Adam qu'il a donné à son favori, le duc d'Avaray, et qui, malgré cette absence de pouvoir, malgré les contraintes de l'exil, ne va jamais abandonner la validité de ses droits dynastiques à régner sur un royaume de France qui devient évidemment, à la faveur de la Révolution, puis du coup d'État de Brumaire par Bonaparte, puis du consulat, puis de l'Empire, qui devient de plus en plus hypothétique. Et ce roi sans cour, ce roi sans armée, ce roi nu, ne va jamais abdiquer son pouvoir et va résister envers et contre tous, contre les tentatives qui vont être faites sur sa personne d'abdication, contre quelques pensions consistantes qui lui auraient permis de vivre le reste de sa vie aussi tranquillement possible. Non seulement il va refuser d'abdiquer à la demande qui lui est faite par Bonaparte et à la demande qui lui est faite également par Talleyrand, qui était le ministre des Relations extérieures de Bonaparte au début des années 1800, non seulement il va résister, mais il va demander à Bonaparte, sûr de ses droits, sûr qu'il est de ses droits à régner, il va demander à Bonaparte en 1800 d'être le général Monk, vous savez, ce général anglais qui a contribué à la restauration des Stuarts en Angleterre dans les années 1600. Il existera un échange de lettres entre Louis XVIII et Bonaparte en 1800, où Louis XVIII fait écrire à Bonaparte par l'intermédiaire de ses agents à Paris, notamment l'abbé de Lamare et puis l'abbé de Montesquieu, car la particularité de cet homme, c'est qu'il a vécu en exil en étant toujours parfaitement renseigné de ce qui se passait en France et en ayant tenté d'ailleurs de retrouver le pouvoir par la voie parlementaire, notamment sous le Directoire. On sait que les conseils du Directoire vont avoir des majorités quasiment royalistes dans les années 1797-1798. Il a donc des agences de renseignement qui sont à Paris, Royer-Collard, l'abbé de Montesquieu dont je vous ai parlé, l'abbé de Lamare et beaucoup d'autres. Et par l'intermédiaire de ces hommes, il va faire porter une lettre à Bonaparte dans laquelle, sûr encore une fois de ses droits, il va lui demander de contribuer à son retour au pouvoir. On connaît la réponse cinglante de Bonaparte qui lui dit à peu près ceci: Monsieur, il l'appelle d'abord Monsieur et non pas Sire, ne comptez pas rentrer en France et régner à nouveau, il vous faudrait marcher sur 100 000 cadavres. Ça, c'est la fameuse réponse de Bonaparte à Louis XVIII qui date de la fin de l'année 1800. Donc, dans cette impasse-là, et malgré cette impasse,
malgré les extraordinaires avanies de son exil, où par exemple en 1801, Louis XVIII est chassé de cette petite cour picrocolline, si j'ose dire, de Mito, où il a été accueilli par le tsar Paul Ier de Russie. La politique de rapprochement du tsar avec Bonaparte fait que Louis XVIII est obligé de quitter Mito en Courlande en plein milieu de l'hiver 1801 en catastrophe et de gagner Varsovie quasiment à pied. Il est à court d'argent, il est obligé de mettre en gage les bijoux, les diamants qui ont été donnés à la duchesse d'Angoulême, la fille de Louis XVI, devenue la duchesse d'Angoulême par le mariage de la dauphine avec l'un des fils du frère cadet de Louis XVIII, Charles X. Il va être obligé de mettre ses bijoux en gage pour obtenir un prêt et pour survivre à Varsovie jusqu'en 1804. On sait aussi qu'en 1807, alors qu'il est à nouveau chassé par les victoires napoléoniennes de Friedland et d'Eylau, il va attendre plusieurs jours sur un bateau suédois en rade de Yarmouth sur les côtes anglaises avant d'être accepté par le régent d'Angleterre et avant de pouvoir résider en Angleterre de 1807 à 1814. Et malgré ces épisodes, je dirais, extraordinairement cruels qu'il a connus au cours de son exil, à aucun moment il ne va plus croire à son étoile. Au fond, si quelque chose le rapproche de Napoléon, c'est cette confiance absolue qu'il a dans son étoile. Alors, du côté de Napoléon, on pourrait appeler ça une croyance en la fortune. Du côté de Louis XVIII, je dirais plutôt que c'est une croyance en la providence. Vous savez, la fortune est la compagne laïque de la providence. Louis XVIII se remet dans les mains de la providence divine qui veille toujours, et pas toujours, mais parfois sur les rois en exil. Et c'est cette confiance dans cette providence, cette confiance dans la sûreté, dans la certitude de ses droits, qui va faire que sans armée, sans cour, sans soutien, sans appui, abandonné par la plupart de ses anciens alliés, c'est-à-dire par les grandes puissances européennes, il se considérera comme une véritable puissance. Lorsqu'il arrive en Angleterre en 1807, il écrit au régent pour pouvoir obtenir l'autorisation de résider en Angleterre, et de son bateau suédois qui est en rade de Yarmouth, il écrit ceci: Sire, ce n'est pas, j'apporte à votre Majesté un allié puissant. Cet allié, ce n'est pas ma personne, c'est le roi de France que j'incarne. Et c'est cette confiance qu'il a toujours conservée dans ses droits dynastiques, dans la puissance de ses droits dynastiques, qui fera que, au bout de son exil, il retrouvera le pouvoir en 1814. Chateaubriand a été probablement l'un de ceux qui ont le mieux caractérisé cette certitude toujours conservée intacte qu'avait Louis XVIII dans ses droits à régner. Il a un passage absolument magnifique dans les Mémoires d'Outre-Tombe où il dit à peu près ceci: Louis XVIII ne perdit jamais de vue la prééminence de son berceau. Il était roi partout, comme Dieu est Dieu partout. Le roi exilé, ce roi sans soldats, se retrouvera au bout de toutes les batailles qu'il n'avait pas gagnées. Toutes ces batailles menées par Napoléon, qui finiront par être des défaites à partir de 1812, le commencement de la fin, comme disait Talleyrand à propos de la campagne de Russie, à partir de 1813 avec la défaite de Leipzig, et surtout à partir de 1814 avec cette fameuse campagne de Russie, sorte de chant du cygne de la gloire napoléonienne, qui va conduire à une vacance du pouvoir. Cette vacance du pouvoir de 1814 n'impliquait pas a priori forcément le retour au pouvoir de la branche aînée des Bourbons en la personne de Louis XVIII. Pourquoi est-ce que Louis XVIII revient au pouvoir? D'abord, pour des raisons qui ont été un peu, je dirais, transformées par l'historiographie contemporaine.
la propagande napoléonienne, particulièrement la propagande contemporaine des 100 jours, c'est-à-dire de l'année 1815, a fait de Louis XVIII le roi des fourgons de l'étranger. Louis XVIII, pour faire sortir d'autant Napoléon, pour faire sortir d'autant Louis XVIII de l'unité de la nation, de l'indivisibilité de la nation, pour en faire un étranger à la nation, a développé cette idée que le roi serait revenu à la faveur et grâce aux armées coalisées dans ces fameux fourgons de l'étranger et que sans les Alliés, il n'aurait pas pu régner à nouveau. Donc je voudrais commencer par tordre le cou à cette légende, qui est une légende de propagande, qui est d'origine napoléonienne et qui aurait voulu que Louis XVIII aurait été poings et pieds liés sous la volonté et au pouvoir des puissances coalisées contre Napoléon. En réalité, on sait qu'en 1814, les puissances alliées vont négocier avec Napoléon quasiment jusqu'au bout, jusqu'au 19 mars 1814, à Châtillon-sur-Seine. Napoléon est représenté par son dernier ministre des Affaires étrangères, qui n'est plus Talleyrand, et qui est le général de Caulaincourt, et que les Alliés vont finir par reconnaître Louis XVIII comme un roi de France potentiel très tardivement, à partir du 31 mars 1814, alors que les jeux sont faits et que Paris est en train de se rendre aux puissances coalisées qui l'assiègent. On sait que les princes Bourbons, qui débarquent en France à la faveur des défaites napoléoniennes dans les premiers mois de 1814, le font à leur initiative personnelle, qu'ils ne sont pas envoyés par ni le gouvernement anglais, ni le gouvernement autrichien, ni le gouvernement prussien, et qu'ils y vont à leurs propres risques et périls, et que, encore une fois, les Alliés non seulement ne vont pas encourager les Bourbons à retrouver le pouvoir, mais vont plutôt contribuer à leur mettre des bâtons dans les roues. Le candidat préféré d'Alexandre Ier de Russie, qui a les cartes en main en mars 1814, puisqu'il est le premier à rentrer dans Paris avec le roi de Prusse, le candidat préféré d'Alexandre Ier de Russie est Bernadotte, ou un candidat de substitution, mais certainement pas un représentant de la famille de Bourbon, qu'il considère comme une famille beaucoup trop orgueilleuse et qui lui serait beaucoup trop hostile pour régner en France. Et donc, on sait le jeu et le rôle qu'a joué Talleyrand à Paris au cours de cette journée extraordinaire du 31 mars 1814, cette espèce de coup d'État qu'opère Talleyrand, qui arrive à convaincre Alexandre Ier de la pertinence de la candidature de Louis XVIII au trône de France, en liant précisément la légitimité, les droits historiques du roi Louis XVIII à la légitimité et aux droits historiques des différentes familles qui règnent en Europe. Il considère que cette coexistence de légitimité entre la légitimité française et la légitimité européenne du roi de Prusse, de l'empereur d'Autriche et du roi d'Angleterre permettra un retour à la confiance, et avec ce retour à la confiance, à partir dans un contexte de peur absolue, au fond, ce qui habite l'Europe en 1814, c'est cette peur qui saisit l'Europe dès 1792, cette peur de cet envahissement français continu depuis les guerres de conquête, les guerres idéologiques, puis les guerres de conquête de la Révolution, poursuivies par les guerres de conquête du consulat et de l'Empire. Retour à la confiance, et à partir de là, retour à la paix. Talleyrand a certainement été, dans cette circonstance, l'homme de la situation. Mais si Louis XVIII n'avait pas lui-même évolué par rapport à la Révolution au cours de ce long exil de 23 ans, il est probable que cette candidature n'aurait pas pu être avancée par Talleyrand à Paris. Louis XVIII, au moment où Talleyrand négocie à Paris, est à Londres, on est au mois de mai 1814, et Louis XVIII fait publier une première proclamation qui fait que cet homme revient de loin, car pendant plusieurs années,
sous la Révolution, dans les années 1790 et quasiment jusqu'en 1799, Louis XVIII, dans ses proclamations, parle de rétablir la monarchie sur les bases de son ancienne constitution, c'est-à-dire en fait de ne pas tenir compte de la table rase révolutionnaire et de restaurer une monarchie sur les principes des privilèges, sur les principes des trois ordres, sur les principes des parlements, des États provinciaux, et donc de rétablir une société telle qu'elle existait avant l'avènement au serment du jeu de paume le 20 juin 1789, l'avènement de cette société nouvelle. Ce n'est que progressivement, dans les années 1800, à la faveur de son exil en Angleterre, où il observe le système parlementaire anglais, que Louis XVIII va évoluer, en commençant par considérer que l'administration issue de la Révolution française pourrait lui être utile, en poursuivant par un blanc-seing qu'il donne au Code civil napoléonien, en continuant dans une proclamation de 1813, donc un an avant son retour au pouvoir, par accepter le principe des biens nationaux, c'est-à-dire de ces transferts de propriété qui se sont opérés à la faveur de la Révolution en 1792 et 1793, et en promettant une amnistie pour les, entre guillemets, coupables de la Révolution, y compris les régicides de 1793, qui n'étaient tout de même pas rien de la part du propre frère de celui qui avait été guillotiné place de la Révolution le 21 janvier 1793. Louis XVIII est donc prêt à reconnaître les acquis de la Révolution, mais il n'est pas prêt à abdiquer de son pouvoir. Il a observé la dégradation du pouvoir de son frère à la faveur de la montée en puissance de l'Assemblée nationale en 1789 et 1790, et il ne veut pas être, comme l'a été son frère Louis XVI, roi des Français, roi de la Constitution de 1791, le premier fonctionnaire de l'État. Il veut être roi non seulement par ses droits dynastiques, mais par la puissance divine, roi de droit divin. Et c'est cette particularité, ce paradoxe-là qui est particulièrement intéressant et qui fait de la Restauration une période quasiment unique en son genre. Le renversement de situation que va opérer Louis XVIII est tout à fait étonnant au mois de mai de 1814, car Talleyrand, manœuvrant à Paris, va obtenir du Sénat impérial que Louis XVIII soit rappelé. Mais il n'est pas rappelé comme roi de France, il est rappelé comme Louis Stanislas Xavier, frère du dernier roi régnant, c'est-à-dire frère de Louis XVI. Il n'est pas restauré, mais il est instauré. Sa souveraineté ne précède pas la souveraineté de la nation, mais c'est la nation qui, par l'intermédiaire du Sénat conservateur de l'Empire, lui confère le pouvoir monarchique. Cette situation d'infériorité du pouvoir monarchique par rapport au pouvoir national est une situation qui ne peut pas convenir à Louis XVIII. Et donc Louis XVIII, lorsqu'il rentre en France en mai 1814, va opérer un renversement de rapport entre sa personne et la nation, c'est-à-dire le Sénat impérial, tout à fait étonnant en plusieurs étapes. La première étape est celle de sa rencontre avec Talleyrand à Compiègne le 1er mai 1814, alors qu'il est sur le point de rentrer à Paris. Il y a là une scène tout à fait extraordinaire que j'ai déjà un peu analysée et racontée dans ma biographie de Talleyrand, où Talleyrand est à l'époque le président du gouvernement provisoire de la France. C'est lui qui a les cartes du jeu politique en main, et il va à la rencontre du roi, donc de Paris à Compiègne. Il est reçu par le roi. Louis XVIII commence par le faire attendre, ce qui n'est pas rien, et ce qui est assez symptomatique des nouveaux rapports que Louis XVIII veut instaurer avec Talleyrand. Et il y a cette fameuse scène où le roi est assis, il reçoit Talleyrand dans son cabinet, et il lui dit à peu près ceci: Prince, je suis charmé de vous revoir. Si vous aviez eu raison, vous me diriez: asseyons-nous et causons, et comme c'est moi qui ai eu raison et qui au bout du compte ai gagné, je vous dis: asseyez-vous et causons. Et ça donne absolument, à travers ce trait d'esprit, tout le sel de la situation d'un Talleyrand qui va être, qui en quelques minutes est démis
de son pouvoir de président du gouvernement provisoire de la France, qui perd les cartes politiques qu'il avait en main, et cette reprise en main du pouvoir qu'opère Louis XVIII. Il l'opère en publiant une première proclamation le lendemain, le 2 mai 1814, qu'on appelle la proclamation de Saint-Ouen, du nom du lieu, Saint-Ouen qui est maintenant une banlieue parisienne, du nom du lieu où il l'a écrite, avec la collaboration du baron de Vitrolles, où il admet les principes, la validité des principes de la constitution sénatoriale, un nœud coulant, disait Talleyrand, qui voulait enfermer le roi dans cette constitution. Il admet la validité de ces principes, mais il dit la trouver un peu trop précipitée, écrite un peu trop rapidement, et il propose d'octroyer lui-même une constitution à la France. C'est cette fameuse charte constitutionnelle qui va être solennellement jurée par Louis XVIII le 4 juin 1814 en présence des chambres assemblées, c'est-à-dire l'ancien corps législatif de l'Empire et l'ancien Sénat impérial transformé en chambre des pairs. Et cette charte constitutionnelle est véritablement un objet constitutionnel non identifié, car comme je vous l'ai dit, le cœur de ce texte, un texte à la fois court et obscur, les meilleures constitutions sont les constitutions les plus courtes et les plus obscures, disait Napoléon qui s'y connaissait. Cette constitution à la fois courte et obscure qui va être rédigée en à peine 3 semaines par le roi lui-même et par l'intermédiaire des commissaires du roi, nommés par le roi, qui vont être l'abbé de Montesquieu, le comte Ferrand et Beugnot, qui était un ancien haut fonctionnaire de l'Empire, préfet de l'Empire. Cette constitution va mettre le pouvoir exécutif au cœur de l'organisation des pouvoirs d'État. Le roi, dans cette constitution, conserve ce qu'on pourrait appeler l'unicité des pouvoirs royaux, c'est-à-dire à la fois le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. L'origine du pouvoir n'est pas explicitement indiquée dans la Constitution. C'est la partie non dite de la Constitution, comme si cette origine, aux yeux de Louis XVIII, était évidente. Dans le préambule à cette charte de 1814, on parle de la providence qui a ramené Louis XVIII dans ses États. Mais derrière cette notion de providence, on peut discerner évidemment la notion de droit divin, qui n'est pas explicitement indiquée, mais qui est véritablement présente. Il y a donc une récupération des pouvoirs monarchiques qui sont faits à travers ce texte, ce qui n'empêche pas certains aménagements du pouvoir exécutif royal, et notamment par l'intermédiaire de 2 chambres, donc une représentation nationale, une chambre basse, une chambre des députés, élue au suffrage censitaire, donc qui au fond est élue par une toute petite minorité des Français, 29 millions d'habitants en 1814, et ce sont quelques 100 000 privilégiés qui vont accéder au vote et élire ces députés de la Chambre des députés, et une chambre haute qui est désignée, dont les membres sont désignés par le roi, qu'on appellera la Chambre des pairs, qui est un peu la suite du Sénat impérial et qui est un peu à l'origine de ce qu'est notre Sénat actuel. Donc le corps législatif, la représentation nationale joue un rôle aux côtés du pouvoir exécutif, notamment en ce qui concerne non pas la proposition des lois, mais la discussion des lois, et en particulier la discussion de la principale de ces lois, qui est la loi de budget, les lois de finances annuelles. Il y a donc une capacité de la part de Louis XVIII à accepter ce qu'on a appelé à l'époque la balance des pouvoirs, un contrebalancement du pouvoir royal, du pouvoir monarchique, du pouvoir exécutif par un pouvoir législatif, un pouvoir de représentation nationale qui est organisé sous la forme très anglaise, ces institutions si bien éprouvées dans un pays voisin, disait Talleyrand, sous la forme de ce qu'on appelle le bicaméralisme. Cette capacité à s'adapter, on la retrouve surtout
à côté des pouvoirs du roi dans la première partie de ce texte constitutionnel qui s'intitule « Droits des Français ». Depuis 1793, on avait un peu oublié les droits des Français. Les constitutions consulaires et impériales de l'an 8, de l'an 12 n'en parlent pas. Et Louis XVIII, le premier, va remettre en avant ces droits qui sont des droits révolutionnaires ou issus de la Révolution, qui touchent aux libertés, la liberté de réunion, la liberté de conscience. Par exemple, la religion catholique qui est réinstaurée comme religion de l'État n'est pas exclusive des autres religions, et en particulier du protestantisme. Et en cela, ça nous paraît absolument évident aujourd'hui, mais le régime français, du point de vue de la liberté de conscience, est probablement l'un des régimes, ce régime de 1814 est probablement l'un des régimes les plus libéraux d'Europe. Le gouvernement français de 1814 compte 2 ministres protestants, je pense à Guizot et je pense au comte de Jaucourt, alors qu'en Angleterre, à Londres, il n'est pas question d'avoir un catholique au sein d'un gouvernement anglais. On a là déjà un exemple de ces différences de liberté qui pouvaient exister entre les deux pays. Donc liberté de conscience, liberté de réunion, mais surtout évidemment liberté de presse et de parole. Et on peut penser, et on est amené à penser, que cette première, ce qu'on a appelé la première restauration, cette année de 1814, a probablement été l'une des années les plus libérales de l'histoire du 19e siècle, avec les inconvénients que ça pouvait représenter d'ailleurs. On est frappé de voir à quel point Louis XVIII va, comme le dit de façon un peu ironique Fouché, va se coucher dans le lit de Napoléon, c'est-à-dire va accepter non seulement les principes révolutionnaires, mais l'administration issue de la Révolution française. Au fond, Louis XVIII a l'intelligence de considérer que la Révolution va parachever une volonté monarchique qui était à l'œuvre sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire la centralisation des pouvoirs d'État. Il va considérer que, au fond, les départements, les préfets, instaurés par Napoléon en 1800, sont des instruments extrêmement commodes à l'exercice du pouvoir royal. Et il va se garantir de les supprimer. Lorsque son neveu, le duc d'Angoulême, arrive à Toulouse en juin 1814 et qu'il est accueilli par la noblesse de Toulouse, qui lui demande le rétablissement des États du Languedoc, le neveu de Louis XVIII répond qu'au fond, il préfère, quant à lui, de loin, un préfet du Lot-et-Garonne plutôt que les anciens États du Languedoc, qui étaient ces fameux corps intermédiaires, en opposition avec le pouvoir monarchique. On sait que l'une des raisons, l'une des causes de l'avènement de la Révolution française, ça a été ce conflit de pouvoir entre le pouvoir parlementaire d'Ancien Régime et le pouvoir monarchique lui-même. La Révolution a eu le bon air et la bonne idée de supprimer cette opposition parlementaire à l'œuvre dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, et Louis XVIII va véritablement en profiter. On peut quasiment parler, à propos de ce pouvoir monarchique de 1814, d'une sorte de pouvoir révolutionnaire couronné. Au fond, Louis XVIII se sert des institutions révolutionnaires, des principes révolutionnaires pour fortifier son pouvoir monarchique. C'est ça le paradoxe de la Restauration, c'est ça le paradoxe de cette charte de 1814. Ce paradoxe, évidemment, comporte des inconvénients ou entraîne ou fait surgir des obstacles. Et les deux obstacles que va rencontrer Louis XVIII au moment du rétablissement ou de l'établissement de ce tout nouveau pouvoir monarchique de 1814, on les trouve à la fois dans la société et dans l'armée. Dans la société, au fond, on aurait pu penser que l'opposition à la charte constitutionnelle, que l'opposition à ce roi restauré de 1814, Louis XVIII, aurait été une opposition de l'ancien tiers-État, une opposition de la bourgeoisie, des élites de la haute et de la moyenne bourgeoisie. Au contraire, la bourgeoisie sera probablement l'allié le plus enthousiaste et le plus solide à cet avènement, à ce rétablissement du pouvoir monarchique. La véritable opposition sociale que va rencontrer Louis XVIII, il la rencontre dans la noblesse, dans
l'ancienne noblesse d'Ancien Régime, qui, comme le dit très bien un contemporain, si la noblesse a été comme pardonnée et acceptée du bout des lèvres par Bonaparte à la faveur de l'amnistie accordée aux émigrés en 1802, elle va revenir triomphalement en 1814, considérant que le rétablissement du pouvoir monarchique est aussi et devrait être aussi le rétablissement de ses propres pouvoirs, c'est-à-dire de ses droits et privilèges de second ordre du royaume qu'était la noblesse avant 1789. C'est précisément ce que ne veut pas Louis XVIII. Au fond, il y a quelque chose de Louis XIVien dans la psychologie et dans la façon de gouverner de Louis XVIII, qui considère qu'il est beaucoup plus facile pour lui de gouverner avec la bourgeoisie, avec une classe sociale qui est en cours d'ascension sociale et qui n'a pas les prétentions qui étaient les prétentions de la noblesse avant 1789, prétentions recouvrées à la faveur de son retour en 1814. Et il y a donc une tension qui s'installe entre cette noblesse qui est à la recherche, pour reprendre le titre d'une caricature célèbre qu'il a brocarde en 1814, à la recherche permanente de places, des cordons, des pensions, et qui va être frustré, au fond, de n'occuper qu'une position secondaire dans l'agencement des pouvoirs d'État qu'organise Louis XVIII en 1814. La première force critique à la charte constitutionnelle de 1814, c'est la noblesse, beaucoup plus que la bourgeoisie. Premier élément d'opposition. Deuxième élément d'opposition, et encore plus grave, celui-là que rencontre Louis XVIII, c'est l'armée. Louis XVIII, le roi philosophe, comme le disait très justement Madame de Staël, est un roi de la paix et non pas un roi de guerre. Le contraste qui peut exister entre ce roi de 60 ans qui retrouve le pouvoir, ce roi énorme, les représentations qu'on a de lui sont en général assez faussées. Personne n'a osé reproduire le véritable embonpoint de Louis XVIII, qui est un roi gros, qui se déplace difficilement, qui est goûteux, podagre, qui la plupart du temps doit être roulé en chaise dès l'année 1814, à tel point d'ailleurs que on se moque de ses infirmités physiques. Les garçons de la chambre qui étaient chargés de le soulever de son fauteuil roulant pour le poser sur son trône, lorsqu'il n'y arrivait pas et que le roi retombait lourdement sur son derrière, disaient « c'est avoir manqué le roi ». Donc, et dans l'armée, bien entendu, ce roi incapable de monter à cheval était plutôt considéré, pour reprendre l'expression qui courait à l'époque au sein de l'armée, comme le gros cochon, plutôt que comme un roi alerte et un roi guerrier comme l'avait été Napoléon. Lorsque au sein des régiments on se comptait, on disait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, gros cochon, 19, 20, 21, 22, 23. C'est dire la situation assez difficile qui existait alors entre Louis XVIII, ce roi de la paix, ce roi goûteux et podagre, et l'armée. Une armée, il ne faut pas l'oublier, une armée défaite en 1814. Si l'armée française n'a jamais accepté quelque chose au cours du 19e et au cours du 20e siècle, c'est précisément la défaite. Très vite est arrivé, dès la première abdication de Napoléon, monte en puissance cette légende de la trahison, cette trahison que l'on retrouve à l'occasion de toutes les défaites de quelque armée que ce soit d'ailleurs, y compris l'armée allemande. Souvenez-vous de ce leitmotiv du coup de poignard dans le dos que l'on voit apparaître en 1919 en Allemagne. Eh bien, c'était la même chose en 1814. Si l'armée, la grande armée napoléonienne est finalement battue au mois de mars 1814, c'est parce qu'elle a été trahie. Lorsque les Anglais vont visiter les champs de bataille de Champagne, à Craonne, à Brienne, à la faveur de la paix de 1814, les guides anciens militaires qui les conduisent sur ces champs de bataille parlent sans cesse de trahison. L'armée donc se sent trahie, est frustrée, et elle l'est d'autant plus que Louis XVIII, qui va suivre une stricte
orthodoxie budgétaire et qui va considérer que les dettes de l'Empire doivent être réglées par la Restauration et que les créanciers de l'État doivent être honorés. Toutes les dettes doivent être payées, y compris les bêtises de Napoléon, dira Louis XVIII de façon assez amusante. Donc cette orthodoxie budgétaire, qui quelquefois n'est pas une orthodoxie politique, on sait que l'équilibre du budget de l'État ne va pas forcément sans difficulté politique, va conduire Louis XVIII à diminuer les effectifs de l'armée et à faire passer l'armée d'un pied de guerre à un pied de paix. Pour rentrer dans les détails, on passe de 400 000 hommes à 200 000 hommes. D'où l'existence de ce qu'on appellera les demi-soldes, c'est-à-dire ces quelques 40 ou 50 000 officiers de l'ancienne grande armée qui vont être mis en réserve des effectifs et qui vont être payés à la demi-solde, c'est-à-dire des émoluments qui représentent la moitié de ce qu'ils gagnaient jusqu'alors, ce qui va évidemment créer une frustration. Et si Napoléon revient au pouvoir, ce fameux vol de l'aigle de mars 1814, l'aigle et les couleurs nationales flotteront de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Ce vol de l'aigle qui va conduire Napoléon du golfe Juan le 1er mars 1815 au palais des Tuileries qu'il retrouve le 20 mars 1815. Si Napoléon réussit en partie ce spectaculaire retour au pouvoir de 1815, c'est grâce à l'armée. C'est par cette défection, ce qu'on pourrait appeler une mutinerie, non pas tant un complot ou un pronunciamento militaire, mais le fait que l'armée va abandonner le pouvoir royal auquel elle a prêté serment en 1814 et va se retrouver confrontée entre ce que certains officiers appellent nos devoirs et nos affections. Au fond, c'est une position militaire qu'on retrouve à l'occasion de toutes les grandes crises militaires de la France contemporaine, y compris celle du putsch d'Alger en 1961-1962. J'ai découvert que certains écrits, lorsque certains officiers tentent de justifier cet abandon de Louis XVIII pour Napoléon au cours de ce mois de mars 1815 et qu'il parle des affections et de ce goût de la gloire qu'il emporte sur les devoirs et les serments prêtés. Je pense aux mémoires du général Thiébaut. On retrouve des mots qui sont quasiment les mêmes que ceux qui sont prononcés par Élie de Saint-Marc dans ses mémoires Les Chants de Braise lorsqu'il veut justifier le putsch auquel il va participer à Alger au début des années 1960. C'est assez étonnant ça. En tout cas, Louis XVIII se retrouve à nouveau comme le roi nu, un roi sans armée, abandonné par la totalité de l'armée. Vous vous rappelez du fameux mot du maréchal Ney qui était envoyé par Louis XVIII à Lons-le-Saunier pour arrêter Napoléon et qui avait promis à Louis XVIII qu'il ramènerait Napoléon dans une cage de fer et qui, le 14 mars 1815, à Lons-le-Saunier, se retourne en faveur de Napoléon et qui dit « on ne peut pas arrêter l'eau de la mer avec la main » et qui se rend compte que l'armée est littéralement pris d'une frénésie napoléonienne et que par contamination, cette mutinerie se propage au fur et à mesure que se propage la nouvelle du débarquement de Napoléon. Cette mutinerie se propage de régiment en régiment, ce qui amène Louis XVIII à quitter les Tuileries dans la nuit du 19 au 20 mars 1815 pour se réfugier à Gand. Notre père de Gand, dira-t-on sous forme de jeu de mots à Paris, au cours de ces 3 mois que l'on appellera les 100 jours, entre mars et juin 1815. La période, et j'en terminerai là-dessus, la dernière période qui va conduire Louis XVIII à retrouver le pouvoir à partir de juillet 1815 jusqu'à sa mort en septembre 1824 est probablement la période la plus dramatique, la plus tragique et la plus solitaire de cet homme qui avait déjà connu de longues années de solitude en exil. Au fond, Louis XVIII va se battre quasiment seul pour
en faveur d'une réconciliation nationale. C'est pour ça d'ailleurs que Henri IV et la figure d'Henri IV est récupérée par Louis XVIII, l'homme de la réconciliation entre protestants et catholiques, est récupérée par Louis XVIII comme la figure emblématique du royaume. Si Henri IV a été l'homme de la paix religieuse, Louis XVIII veut être l'homme de la paix sociale entre les intérêts de l'ancien régime d'un côté et les intérêts de la Révolution de l'autre. Il le dira à plusieurs reprises dans ses lettres, « Je ne veux pas être le roi de deux France ». Et dans des circonstances extrêmement difficiles qui sont celles de son retour pour la deuxième fois à Paris en juillet 1815, après la défaite de Waterloo le 18 juin 1815, Louis XVIII va mettre en place un programme politique de réconciliation nationale qui a été très bien résumé par l'un de ses principaux ministres, très habile, encore un bourgeois, Élie Decazes, qui sera fait duc de Cazes par Louis XVIII. Bon, ce programme se résume en deux mots, royaliser la nation, nationaliser la royauté. Et c'est exactement ce que va tenter de faire Louis XVIII envers et contre tout, et en particulier envers et contre sa propre famille. Car son frère cadet, le futur Charles X, qui va prendre sa suite en 1824, qu'on appelle le comte d'Artois, va mener l'opposition ultra-royaliste à la politique de modération et de réconciliation menée par Louis XVIII. Et on peut considérer que les années qui vont de 1815 à 1819 sont probablement parmi les années les plus libérales et les plus modérées, les plus pacifiques de toute l'histoire du XIXe siècle jusqu'à l'avènement de la Troisième République. Et voilà un homme, et là on retrouve la psychologie et le caractère du roi, qui n'est pas du tout ce roi fainéant que certains de ses biographes ont voulu faire. Le roi se trouve au bout de toutes les décisions qui sont prises, dira par exemple Decazes à propos de son maître qui était en même temps le favori de Louis XVIII. Voilà un roi qui va tenir le pouvoir envers et contre tous, envers et contre sa famille, mais envers et contre son propre physique, ses propres incapacités physiques, envers et contre sa maladie, qui vont faire de ces dernières années véritablement des années de souffrance. Il aura ce mot qu'il dira à un autre de ses ministres, le comte de Villèle, qui est aussi un des grands hommes de cette période. Il est permis à un roi de mourir, mais il ne lui est pas permis d'être malade, ni de souffrir, ni de se plaindre. Et les derniers jours de Louis XVIII, aux Tuileries, en septembre 1824, où il voit arriver son frère un peu empressé, impatient de trouver le pouvoir ou de prendre le pouvoir à sa propre mort, à la mort de son frère Louis XVIII, il lui dit, lorsqu'il le voit arriver, « Il est encore trop tôt, mon frère, pas encore. » Et jusqu'au dernier moment, il conservera ce qu'il a toujours appelé, depuis l'exil jusqu'à son retour en France en 1814, il conservera intact ce qu'il appelle la dignité de ma couronne. Et cette dignité royale, Chateaubriand le dit également très bien dans ses mémoires d'outre-tombe, et probablement avec le pragmatisme politique qui a été le sien, l'élément le plus étonnant, le plus singulier, le plus spectaculaire de l'histoire de ce roi méconnu dont je vous ai un peu trop longuement parlé, qu'a été Louis XVIII. Merci de votre attention.